Bonjour à tous, je m'appelle Alan, je suis ici pour la première émission de podcast, le Filiaz Talk Show. Aujourd'hui, on est avec un invité du nom de Chris, que je vais inviter à se présenter tout de suite. Donc salut Chris, comment vas-tu ? Hello, bah ça va super et toi ? Ça va très très bien. Donc Chris, qui es-tu tout simplement et que fais-tu ? Oula, plein de choses. Donc, Chris, alias Chris Belgium sur les réseaux sociaux. Alors, mon activité principale, donc, je suis vidéaste et sur mon temps libre, je fais également découvrir la Belgique à travers des vidéos, des mini-capsules reportages sur Instagram et TikTok. Et j'ai également fondé une association qui s'appelle le Cercle des créateurs digitaux et qui a pour vocation de rassembler un peu les créateurs de contenu et les soutenir dans leurs défis au quotidien. Ok, les soutenir de quel genre de façon ? Plusieurs, donc déjà pour ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, donc leur apporter déjà des bases et des connaissances pour partir à l'aventure dans cet univers digital. Pour ceux qui sont déjà établis, c'est les soutenir également, leur dire que déjà vous n'êtes pas seul dans votre activité, il y a d'autres personnes qui rencontrent les mêmes défis et le fait d'en parler à d'autres qui rencontrent les mêmes challenges que vous, ça peut donner des chemins, des pistes vers des solutions ou des idées de projet et aussi les aider à rencontrer des gens, networker, collaborer avec des entités qu'ils n'auraient peut-être pas approchées dans un premier temps. Comme on a par exemple eu des projets avec Walga où des créateurs de contenu gaming belges ont pu rencontrer des studios de jeux vidéo et voilà, et diverses choses dans ce sens. Ok, on va vraiment axer sur le contenu qui est fait en Belgique par des créateurs belges. Voilà, donc c'est une association belge et donc peut-être qu'un jour on s'élargira à la francophonie, mais actuellement on est porté sur un public belge ou spécialement Wallonie-Bruxelles dans un premier temps. Voilà, notre vocation c'est d'abord de réunir et de fédérer un petit peu les créateurs de contenu, de comprendre également leurs défis et leurs challenges, parce que les créateurs de contenu gaming par exemple n'ont pas forcément les mêmes challenges que des créateurs de contenu vlog, lifestyle, food, donc il faut le temps de rencontrer ces différentes communautés, d'apprendre à les connaître et ensuite de leur proposer des choses qui peuvent répondre à ce qu'ils attendent d'une association de notre style. Et voilà, et donc pour pas faire les choses trop vite, on s'est dit que d'abord fédérer ce projet en Belgique, c'était déjà une belle étape. Ok, chouette. Tu parles de gaming, est-ce que c'est un peu un milieu que tu connais, le gaming, tout ça ? Assez, déjà j'ai grandi avec une PlayStation, donc Ok. ça donne un peu le timbre. Et je suis assez passionné de voir un peu tout l'artistique qui se cache derrière les pattes. Disons qu'un jeu vidéo, c'est pas que du gameplay, c'est une narrative, toute une backstory qui est développée. Et tu n'apprécies pas un jeu vidéo parce que tu arrives à faire un double jump ou parce que tu arrives à faire telle action. Tu apprécies jeu vidéo parce que ça t'a fait ressentir des choses. Et personnellement, c'est cette partie-là qui me passionne dans le JV. Et surtout en Belgique. Ok, sympa. Du coup, est-ce que t'as un jeu préféré ? Ouf. Alors, sans hésiter, depuis sa sortie, Baldur's Gate 3. Ok. C'est ma pépite depuis qu'il est sorti. C'est un excellent jeu. Voilà. Et toi, c'est quoi le tien ? Le mien, c'est Undertale. Je suis un grand fan d'Undertale. D'ailleurs, il y a un... Ah oui, mais non, enfin... Bon, les gens à la caméra le verront, toi tu le vois pas, mais j'ai un poster Undertale là, un display même, j'ai même un parchemin Undertale aussi, donc il y a quelques clins d'œil du coup. Voilà, c'est ça. Non, grand fan d'Undertale pour le coup, depuis 2017, ça fait 8 ans, donc voilà. Mais joueur aguerri. Ouais, joueur aguerri. Pour un jeu qui normalement dure, 6 heures sur un playthrough normal, j'ai 115 heures dessus sur Steam. Donc je l'ai fait, refait. Donc voilà. Mais du coup, Baldur's Gate dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Baldur's Gate, qui en plus est un jeu belge, enfin développé par un studio belge. Oui, donc il est développé par l'Ariane Studio, qui est un studio côté flamand. Et ils avaient déjà fait pas mal de jeux, surtout la suite Divinity, qui était très bien ficelé.
Et en fait, Baldur, ça les a fait réexploser d'une certaine façon à l'international. Et aussi mettre en lumière les autres studios qui peuvent se trouver en Belgique aussi. Donc le fait qu'un studio performe met également un petit peu en lumière tout l'écosystème qui gravite autour. Et ça nous fait une petite visibilité supplémentaire qu'on prend avec plaisir, bien entendu. Ouais, c'est sûr. Parce que bon, on parle de jeux vidéo, forcément tout le monde pense Sony, Nintendo, donc des trucs plutôt japonais. C'est bien de montrer que ça se limite pas à ces pays-là. Effectivement. Non, du tout. Et même, même si le côté, je vais dire, asiatique a été une pointe au niveau technologique, je pense que chaque région du monde a un peu sa culture. Et je trouve qu'en Belgique, la force de notre culture, c'est d'être justement pluridisciplinaire dans un premier temps. Et d'avoir cette capacité un peu couteau suisse de se dire on peut intervenir vraiment sur tous les types de projets créatifs qui existent. Et je pense que c'est une force chez nous. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien, effectivement. Et c'est un truc qui est bien aussi avec le jeu vidéo, c'est que c'est tellement large comme communauté que justement, le fait qu'il y ait plein de pays, d'endroits différents qui puissent montrer un peu plus leur culture, leur façon de voir la chose, c'est ultra intéressant pour le coup. Donc, cool. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, justement, dans Baldur's Gate ? Honnêtement, c'est déjà la capacité un petit peu de réinterpréter Donjons et Dragons au niveau du gameplay, au niveau de la réactivité aussi des personnages. Le fait que tu peux avoir un personnage qui est soit qui fait le bien, qui fait le mal, qui peut être adorable ou qui peut être une véritable ordure. Donc c'est déjà cette liberté scénaristique et le fait de se dire aussi que tu vas t'attacher en fait à la personnalité des différents personnages et tu vas les voir évoluer de chapitre en chapitre. Donc c'est pas juste celui-là il est gentil, celui-là il est méchant. C'est ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. En fait comme quelqu'un que tu pourrais connaître au final. Et tout comme cette connaissance, les choses vont évoluer avec le temps. Dans le jeu, ça va être la même chose. Tu vas avoir ce lien qui va se créer entre toi et les différents personnages de ton groupe, que tu vas pouvoir soit te faire évoluer ou soit te dire tiens, peut-être que t'as pas forcément envie d'accrocher avec un personnage, c'est pas grave, tu le laisses de côté, tu peux progresser aussi avec les autres. Et ça, c'est assez atypique de ne pas avoir ce paramètre où on t'impose des caractères, où on t'impose en disant voilà, c'est ton équipe et tu vas l'avoir sur toute la longueur du jeu, comme par exemple je pense au dernier Final Fantasy XV où tu as ta petite escouade et même si chaque personnage a sa personnalité, chaque personnage est attachant à sa façon, tu n'as pas cette possibilité de dire voilà, peut-être que je veux continuer l'aventure en solo, je veux juste faire telle action avec lui ou avec lui. Non, t'es un peu verrouillé dans un scénario linéaire que Baldur a justement voulu un peu montrer que que c'était pas linéaire, que c'était vraiment un arbre de chemin qui était disponible pour les joueurs. Et voilà, et ça c'est clairement un des paramètres qui moi me séduit et me rappelle aussi que le jeu vidéo évolue et voilà, à mon époque c'était les jeux comme je disais sur PlayStation. Bon, déjà on était content quand ça fonctionnait du début à la fin. Il y avait ce paramètre là. Et aussi juste le fait de se dire que maintenant on peut s'attacher à des personnages et on peut vivre des choses à travers eux. Et ça c'est il y a encore quelques années, je me serais pas attendu à m'attacher autant à des personnages pixelisés en fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est un truc assez impressionnant parce que pour les RPG, parce que c'est un peu ça Baldur's Gate, vu que c'est littéralement basé sur un jeu de rôle, c'est vraiment de base t'as ton personnage, il a son arc narratif et tu peux pas trop y faire grand chose si ce n'est le regarder faire. Donc le côté du développement justement que tu peux suivre au fond du jeu. Il y avait un jeu comme ça qui était sorti sur 3DS, Mythopia, où t'avais déjà ce côté-là où en gros t'as les équipiers que tu veux et justement le jeu se base sur le développement des personnages et de tes relations que tu vas avoir avec eux. Bon, forcément c'est beaucoup moins développé parce que ça reste un jeu basé sur les mythes, donc c'est
plus basé sur l'humour, mais t'avais ce côté justement déjà que bah tu vas vouloir te développer la relation entre certaines unités et pas d'autres, et en fonction ça va avoir un impact sur le gameplay. Je trouve ça vraiment sympa justement ce côté-là. Et je trouve que justement, comme tu le dis, ça rajoute un lien que tu as avec les personnages. C'est pas juste lui il fait ci, lui il fait ça, c'est tu modélises en fait tes relations par affinité, et ça rajoute une valeur au jeu qui est... je trouve que ça te marque, en tout cas. Ah, c'est sûr. Parler de PlayStation, t'as commencé sur laquelle toi, de PlayStation? J'ai commencé sur la PlayStation 1. Ok. Et un de mes premiers jeux, c'était vraiment les jeux d'époque. Hein. Donc t'avais le jeu Yu-Gi-Oh! Ok. Qui était une véritable crasse. Parce que l'ordinateur était fait pour te faire galérer, et sauf que quand t'es pas un très bon joueur de Yu-Gi-Oh! Déjà faire le tutoriel, parce que les tutoriels comme on l'entend maintenant n'existait pas. Non. Les tutoriels c'était plutôt le niveau facile, et tu te dépatouilles au niveau facile en faisant ce que tu peux. Et bon, à notre époque c'était la dure. Hein. Et autant ça galérait un peu. Et sinon j'étais assez jeu d'aventure. Il y avait sur la PlayStation, je pense que c'est sur la PlayStation parce que j'ai eu Xbox, j'ai eu GameCube, j'ai eu un peu tout. Mais il y avait une série, par exemple les Crash Bandicoot. Ça clairement c'était un des premiers jeux avec lequel j'ai accroché étant gosse. Parce que déjà l'univers de Crash est juste trop marrant. Et en plus, ils ont... c'était simple, mais il fallait pas forcément plus. Et je pense que même aujourd'hui, faut pas forcément réfléchir à trop complexifier les procédés. Juste quand ton jeu est simple, il peut être bien. Et s'il est simple et bien, c'est très bien. Ouais, effectivement. C'est un débat qui à mon avis durera encore pendant bien des années, mais entre les jeux faciles, les jeux difficiles, c'est que j'en vois beaucoup effectivement où pour eux il faut que le jeu soit le plus difficile possible, en oubliant que t'en as que c'est juste pas du tout ce qu'ils recherchent. Enfin, moi personnellement, passer 20 heures sur un boss, ça me branche pas des masses. Je comprends. Mais je pense que là, c'est surtout plusieurs... parce qu'avant, il y avait les joueurs de jeux vidéo dans leur grande famille. Ouais. Et maintenant, il y a tellement de sous-genres, de sous-catégories qui ont été définies dans le jeu vidéo, que tu as une grande thématique jeu vidéo. Ensuite, tu as les jeux d'action, les jeux d'aventure, les RPG, les stratégies, les temps réels, les tours par tour. Tu as tellement de catégories de diversité qui est arrivée dans le jeu vidéo. Et au final, oui, chaque personne va avoir ses affinités, ses préférences. Moi, par exemple, j'adore les jeux d'aventure. Les jeux d'action où c'est juste se mettre sur la tronche, ça me parle un peu moins. Parce que moi, j'aime bien avoir des histoires qui se racontent sur le procédé. J'aime bien une version un petit peu stratégique, mais pas trop non plus. J'ai pas envie de devoir me dire, ok, je dois prendre 15 minutes à réfléchir, à faire des calculs, à faire des machins. Ouais. Non, je veux des choses qui me stimulent sans me faire sentir idiot. C'est un peu... C'est le truc de me dire, putain, ça fait des plombes que je suis sur ce niveau, j'y arrive pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et au final, oui, il faut... Je pense qu'il y a cette notion où quand les gens lancent un jeu vidéo, déjà ils veulent s'évader. Et tu as des jeux vidéo challenge qui existent. Par exemple, j'ai tenté la série Elder Scrolls, j'ai tenté Elden Ring. Par exemple, c'est un type de gameplay où j'ai bien aimé au début, mais juste en explorant la map, en explorant un petit peu les boss, les biomes, ce genre de choses. Mais autant, voilà, moi ce jeu au final m'a pas séduit parce que c'est vraiment du tryhard, du die and retry et des compétences qui... et je comprends cette satisfaction de dire voilà, le boss je l'ai fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, allez, la 31ème, ok, celle-là je l'ai eu, j'ai enfin ma victoire, et t'as une satisfaction à ça, et que des gens recherchent par le challenge. Mais je suis de ceux que après une journée de boulot, si tu mets sur Elden Ring, je vais juste finir en dépression au bout d'une semaine. Donc, c'est sûr. Ça va être un peu compliqué. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui.
Ouais, non, c'est sûr, c'est que le jeu vidéo reste un loisir avant tout. Donc, moi, c'est le souci que j'ai avec beaucoup de jeux compétitifs, c'est qu'il y a plein de moments où j'ai joué à un jeu type Valorant, où de base, je vais jouer avec des potes juste pour me détendre, et au final, je me sens encore moins bien qu'avant d'avoir joué au jeu, donc je me dis, bon sang, j'aurais dû lancer Animal Crossing, ça aurait été mieux. Ou Minecraft. ou Minecraft, effectivement, ça aurait été très bien. Mais j'ai eu un boss comme ça où c'était en stream il y a quelques jours où j'ai dû y passer 2 heures dessus. Et quand t'as eu ta journée de cours et que après tu passes 2 heures sur un boss, après le commentary il suit plus sur le stream. Tu dis juste à plus, on se reverra la prochaine fois. Mais est-ce qu'à un moment, juste, t'as pas ton esprit qui s'éteint en fait, et t'es tellement en train de Ouais. trahir de ton boss parce que t'as tout ce que t'as accumulé sur la journée, et à un moment, en fait, le Twitch n'existe plus, le chat n'existe plus, il y a juste toi et cette créature que tu dois défoncer. Et c'est juste ça dans ta tête. C'est exactement ça. Mais le truc le truc que j'aime bien moi, c'est quand je galère, mais parce que c'est moi qui galère, parce que j'ai pas encore le pattern, parce que j'ai pas les bons réflexes, et qu'au fur et à mesure que je fais, j'y arrive de mieux en mieux. Ce que j'aime pas, c'est les moments où je galère et je me dis bah ouais, mais en fait c'est parce que le jeu il est fait comme ça, et t'as l'impression de pas pouvoir faire grand chose. Ça, ou alors les trucs de hasard. Moi j'avoue que ça c'est le truc que j'aime le moins du tout, le moins, c'est le côté bah ouais j'ai perdu mais parce que j'ai pas eu de chance. C'est tellement frustrant, mais le côté j'ai appris le pattern du boss, j'ai appris comment je devais faire et du coup j'y arrive, ça pour le coup je trouve c'est vraiment satisfaisant. Il y a cette optique de dépassement de soi. Ouais. Cette optique de dire bah tiens j'étais à tel niveau et je vais travailler pour supplanter et arriver à dépasser ce stade où j'étais. Et donc ça fait écho sur ce que je disais justement, le sentiment d'accomplissement à travers ce jeu. Et je trouve qu'il y a je trouve que les gens ne font pas encore assez la distinction entre les types de jeux. De temps en temps, par exemple, tu parlais de Valorant, où c'est un jeu compétitif, et clairement pour se détendre, Valorant c'est pas le meilleur jeu. Non. C'est surtout que en plus comme ça reprend la thématique CSGO, je trouve que ce qui est frustrant sur ce jeu, c'est tu peux être le meilleur du monde, tu arrives au début de ton round, si dans les 20 premières secondes tu te fais shot, bah t'attends en fait. Ouais. Et en fait tu attends, mais avec ta frustration, vu que tu n'as plus de possibilité d'action sur ce qui se passe. Et je trouve que ce qui est très anxiogène avec ce jeu, c'est ce paramètre-là. Alors autant tu peux regarder comment la partie se passe, tu peux commenter, tu peux faire des calls à tes alliés. Donc je veux dire, tu n'es pas désarmé totalement. Mais c'est quand même quelque chose où, voilà, Riot Games et l'industrie l'a très bien compris. Il faut juste la dose bonne de frustration pour tenir le joueur de partie en partie. Et tu dis, si t'as perdu, tu dis bah tiens, la prochaine il faut que je la gagne, il faut que j'arrive à dépasser ça. Et si jamais tu gagnes la partie, tu dis bah tiens, si j'ai gagné celle-là, qu'est-ce qui m'empêche de gagner la suivante? Ouais. Tu n'as jamais dans ton esprit de te dire bah tiens, j'ai gagné ou j'ai perdu, c'est bon, j'en ai eu assez. Tu n'en as jamais eu assez avec ce genre de jeu. Non, c'est sûr. Le truc de ouais, je m'arrête pas sur une défaite, j'ai gagné, bon je peux continuer de gagner, c'est vraiment le truc que j'ai vécu beaucoup trop de fois. Que j'ai vécu beaucoup trop de fois. Le fameux hashtag on ira dormir quand on losera une game. Et bon, il y en a qui vont dormir tôt, il y en a un peu moins, voilà. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, non, mais c'est intéressant. Puis le souci avec ce genre de jeu aussi, c'est que c'est des jeux qui se basent que sur ton équipe. Et il y a des moments où tu tombes sur des... Enfin, t'as pas le choix que de jouer avec des joueurs aléatoires. Quand t'as pas de potes qui jouent, alors t'as pas de potes qui sont connectés. T'es un peu dépendant de sur qui tu tombes, quoi. C'est que pour peu que t'aies quelqu'un qui n'est pas trop emballé, n'a pas trop envie de faire d'efforts dans la partie, tu peux pas y faire grand chose. Parce que le jeu est prévu pour être joué à 5, faut que les 5 jouent. Si t'en as qui disent non, pas envie de jouer, ça te... Oui, et surtout que le système de sanctions est très léger sur ces jeux. Ouais. Donc parce qu'un joueur qui est banni, c'est un joueur qui ne mettra plus d'argent au final dans le jeu. Donc tu peux faire des bêtises de façon modérée. Donc tu peux quitter des parties, tu peux être un peu toxique avec les gens, tant que ça ne dépasse pas un certain barème.
T'as des jeux plus sélectifs, mais qui n'ont pas assez de portée. T'as des MMORPG où je pense, si je dois faire un clin d'œil, c'est à mon avis à Ion, où à un moment la modération, tu avais un warning dès que tu disais un commentaire insultant dans les chat halls, et je crois qu'au bout du deuxième, tu étais banni pendant 24 heures, et si tu revenais et que tu faisais une faute dans les X jours, là c'était un ban def, et les gens disent oui, mais ils payent des abonnements et tout, mais là c'est privilégier la bonne expérience des joueurs établis en disant oui, c'est vrai, ils payent, mais est-ce que ce prix-là vaut le bonheur des autres joueurs en fait? Et là on est sur là on est plus sur du philosophique que sur du gameplay, hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ah non, c'est ce qui est compliqué. Puis un autre paramètre avec lequel moi perso j'ai du mal, j'ai eu ça sur Valorant, c'est le côté tu lances une game en compétitif, t'as quelqu'un qui quitte ton équipe après le deuxième round et qui revient jamais, vous êtes juste 4 contre 5 en compétitif et tu perds quand même des points si vous perdez. Alors que toi tu peux pas grand chose quoi, tu peux jouer du mieux que tu veux. Si en face t'as une équipe de 5 qui sait bien jouer, à 4 le jeu est pas fait pour. Donc c'est un truc que je trouve vraiment dommage, le côté de si tes mates partent, tant pis pour toi. Fallait avoir plus de chance sur ton équipe. Sur League of Legends, ils ont fait un système assez loin d'être parfait, mais c'est déjà un premier pas. Ils ont fait le système des défaites modérées en disant voilà, si tu as un équipier qui quitte la partie, je crois que c'est après, donc à partir du moment où il va quitter la partie, ça va calculer 2 ou 3 minutes, et si passé ce délai tu es toujours dans la partie mais que tu perds, tu ne perds que la moitié des points. Par exemple, si tu devais perdre 16 points, t'en perdras 8. Si tu devais en perdre 20, t'en perdras 10 ou ce genre de choses. C'est à peu près ça. J'ai plus l'exactitude du calcul. Donc ça permet à te dire, ok, si la partie perd, si tu perds un mate durant ta partie, tu vas perdre des points, mais c'est un peu amorti. Donc c'est pas parfait. Et encore sur League of Legends, il y a certaines compositions qui te permettent de quand même gagner en 4v5, tandis que Valo et tous les jeux de FPS, le nombre 5 est important. Être 4 contre 5 dans de tels jeux, sauf s'il y a une grande différence de niveau, c'est très punitif. Et ça malheureusement, voilà. Donc je sais pas s'il existe ce genre de système un petit peu modéré sur Valo ou quoi. Je sais pas du tout, j'ai pas vraiment fait gaffe au nombre de points que je perds. Je pars en règle générale, si je perds mes points, j'en ai marre. Du coup, je regarde plus trop ce qui se passe. Je passe les menus. Mais je sais pas du tout. Puis bon, le souci aussi avec Valorant, c'est que y a 4 rôles différents qui sont tous les 4 très importants. Et quand t'as quelqu'un qui disparaît de ta partie, c'est le risque que soit un des rôles de ton équipe qui disparaisse de ta composition, et à partir de là, laisse tomber. C'est que typiquement, t'es en défense, t'as plus ton sentinelle qui est censé bloquer le site, le site est ouvert quoi, les gens peuvent rentrer beaucoup plus facilement. Mais autant je trouve que néanmoins sur ce jeu, tu parles de sentinelle, tu parles donc de type de personnage. Je trouve qu'il y a encore cette liberté de dire, même si vous seriez 5 personnages du même type, c'est encore une liberté où il y a un pourcentage de chances que tu gagnes la partie. C'est pas figé comme certains jeux où, par exemple, à un moment, si je pense à Overwatch, il y avait un moment, la méta, où si tu n'avais pas de tank dans ton équipe, c'était impensable de gagner ne serait-ce qu'un round, parce que les tanks résistaient beaucoup trop en fait. Et donc tu avais des parties avec 2-3 tanks, juste 1 ou 2 healers derrière, et juste les gens c'était des titans en fait, ils te rentraient dedans et tu étais désarmé face à ça. Donc ouais, c'est sûr. On a ça sur Marvel Rivals en ce moment, où clairement la méta c'est les healers, et si t'as pas de healer tu peux pas gagner. Et ce qui fait qu'en compète, je crois qu'une des compos qui est très très viable, c'est le triple heal, triple tank. Et pas forcément besoin de DPS du coup. Donc c'est bourrin, hein. ouais, effectivement. Mais les healers sont tellement forts dans ce jeu. Et en plus, t'as des healers qui juste peuvent servir de DPS. Moi, je sais que je joue un personnage justement où il a de bonnes capacités de heal.
Mais par contre, il a son attaque secondaire qui est un truc qui charge. Si il charge à fond et qu'il met tous ses tirs dans la tête, bah ça peut one shot un tank. Ce qui est assez impressionnant pour quelqu'un dont le but de base c'est de heal quoi. Donc, écoute, maintenant quand tu verras ton médecin généraliste, tu l'imagines avec un gros lance-roquette et c'est pareil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est toute la difficulté des jeux compétitifs. L'équilibrage, c'est toujours une galère sans nom. Il y a toujours des méta que tu peux pas faire grand chose malheureusement. Bah, c'est ce qui donne aussi un cycle de vie au jeu. Ouais. Tu vas avoir des méta assassins, des méta tanks, des méta heal, et ça permet un vent de fraîcheur. Et on parlait de League of Legends et ça l'a bien prononcé à ce niveau-là, dans le sens où moi je joue depuis le début du jeu, donc depuis la période de bêta. Ouais. On a vu plein de méta différentes. Et même maintenant, où une année est coupée en 2 saisons, dans une même saison, tu as plusieurs méta qui en forme de cycle en fait. Et donc nous au final les joueurs de longue date on s'est habitué à avoir ça. Mais surtout le fait de se dire que si je joue aujourd'hui au jeu et que j'arrête pendant une année, quand je reviens je vais devoir réapprendre le jeu, je vais devoir réapprendre les équipements, la méta, et autant c'est ce qui donne son vent de fraîcheur, mais autant quand tu reviens et t'as juste envie de te faire 1 ou 2 parties pour te détendre, voilà. Ouais, c'est compliqué. C'est pas ça. LOL, j'ai jamais pu m'y mettre à fond. J'ai des potes qui m'ont fait essayer le jeu il y a plus ou moins 1 an. Mais en fait, il y a tellement de choses à savoir. Et effectivement, en plus, ça bouge constamment. Que je comprenais rien à ce que je faisais. C'est que je prenais un personnage, je faisais des trucs un peu aléatoires. Et puis ça passait pas. Et c'est le genre de trucs que j'aime pas du tout. Moi, j'aime bien comprendre ce que je fais. Et quand je dois mettre autant de temps pour comprendre quelque chose, ça a tendance à me décourager. Ouais, si ça peut te rassurer, plus de 90% des joueurs de League of Legends ne savent pas ce qu'ils font en fait. Bon bah ça va alors. Je suis dans la norme. Mais d'un côté, c'est pas vraiment leur faute. Ils copient ce qui marche au niveau pro, au niveau des top joueurs. Et en fait, ils copient mais sans comprendre. Et au final, pourquoi tu prends tel item ? Parce qu'un tel le prend. Oui, mais il le prend parce que telle configuration, telle chose. Et voilà, c'est un peu... Mais en même temps, faut les comprendre. C'est quand on en revient où tu fais ta journée de travail, tu vas sur ton jeu juste pour te détendre et tout. T'as pas envie de réapprendre, t'as pas envie de regarder un manuel de description juste pour cliquer avec un personnage, lancer tes petits sorts, faire des piou-piou et t'as juste envie de te détendre. Et si ça pète partout, et voilà, ça pète partout. Si ça permet aux gens de se détendre, et c'est un peu, voilà, pour moi c'est la variable qui se perd. C'est ça oublie que la notion d'un jeu, c'est pour se détendre à la base. C'est juste pour chiller, pour s'amuser avec ses potes. Et quand on expliquait au niveau des jeux compétitifs, moi avec LoL, toi avec Valo, c'est une variable assez floue maintenant, en disant tiens, on se fait une partie. Mais tu te fais une partie, mais t'as des groupes de potes. Tu sais bien que certains potes, si tu fais une partie de Valo, ils vont péter des câbles au bout de 2 minutes si jamais la partie se passe pas bien. Et à un moment, est-ce que c'est pas un peu de la responsabilité des gens juste de se dire, les gars, si on faisait autre chose, on est à combien sur Steam? Je crois qu'on est à plus de 200 ou 300 jeux par jour. Quelque chose comme ça. Et mais c'est voilà, il y a tellement de jeux qui existent. Go essayer autre chose. Et au final, est-ce que c'est même pas plus rentable de se dire tiens, il y a les jeux, je repense à Among Us. Au final, Among Us, quand c'était un peu la vibe, surtout pendant le Covid, le jeu il coûte pas si cher que ça. Le nombre de soirées de barres de rire qu'on s'est fait avec nos potes en disant mais League of Legends c'est gratuit. Oui, mais League of Legends tu laisses ta santé là en ce moment. Pareil sur Halo, pareil sur Overwatch. Donc au final, voilà, je pense que c'est un truc aussi que les développeurs, pour faire écho justement à ce qui se passe en Belgique, du moins du côté wallon, c'est quelque chose que j'ai très ressenti. C'est le bien-être du joueur. Donc voilà, genre si je peux leur faire un clin d'œil à un moment. Ah non,
c'est un sujet compliqué de toute façon, le jeu vidéo. De toute façon, ouais, tout le monde n'a pas la même vision, la même envie, et n'a pas envie de faire la même chose, donc c'est compliqué. Mais c'est tellement vrai que c'est pour ça que tu as préparé des questions. Exactement. Mais je me demandais, parce qu'effectivement tu as parlé du cercle des créateurs digitaux, mais je me demandais, est-ce que tu as un but ou un projet comme ça, peu importe sur quoi ça porte, mais qui est un peu ton projet de vie, où tu te dis, un moment, je veux faire ça, et je veux que ça sorte. Un projet en particulier, ou ça peut être une thématique qui regroupe. Ça peut être une thématique. Dans mon cas, c'est alors mon objectif en fait, qui est un peu la raison pour laquelle mes réseaux ont émergé, c'est de développer une chaîne YouTube dans le futur qui soit un peu une chaîne YouTube comme on en trouve au Japon. Donc tu as Tev, tu as Louis San, tu as plein de youtubeurs qui te font découvrir le Japon d'une façon hyper stylée. Et c'est un but que je me suis donné en me disant voilà, donc je vais tester plein de choses au niveau des réseaux sociaux. Et mon goal ultime, ce serait d'avoir une chaîne YouTube, voilà, à travers laquelle je fais découvrir la Belgique et je peux faire des collabs avec justement d'autres créateurs. Et qu'avec ces créateurs, on aille tester des activités, des randonnées, qu'on aille visiter des châteaux, mais qu'on fasse plein de choses différentes, mais pour montrer ce qui se trouve en Belgique. Ça, c'est mon goal. Ouais, sympa. Ultime. C'est vrai que c'est ce genre de trucs qu'on voit pas beaucoup sur les réseaux, en tout cas pour les créateurs de contenu qui, je sais, sont belges. C'est rare que qu'ils mettent vraiment le point sur le pays en lui-même. Ça a assez changé depuis 1 an. Ouais. T'as beaucoup plus de plus en plus de créateurs de contenu qui se revendiquent belges. Je pense qu'il y a la conjoncture politique en France qui fait beaucoup. Il y en a qui ne veulent pas être associés à la France au niveau de certaines collabs ou quoi, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue tout bonnement personnel, en se disant bah voilà, moi je suis belge, moi je viens de Bruxelles, de Charleroi, de Liège, de Namur, et ils revendiquent un petit peu leur identité comme ça. Donc c'est un truc que j'ai assez senti sur les réseaux, et c'est bien parce que ça montre une identité, ça montre une évolution, et ça nous montre aussi que les créateurs de contenu, il y en a plein chez nous en fait. Bah oui. Il y en a, faut les trouver, sûr. C'est vrai, mais il y en a pas mal. Ouais, et puis c'est dommage parce que effectivement ça a beau être un pays pas très très grand, il y a énormément de choses à faire en Belgique, énormément de choses très intéressantes, donc c'est bien de vouloir le mettre en avant, justement. Mais ça rejoint le côté où plus dans les pays francophones, je trouve que c'est un peu mal vu de revendiquer sa nationalité, son pays. T'en as beaucoup qui voient ça très négativement. Bon, je vois surtout ça en France, mais je pense que c'est un peu le cas aussi en Belgique. Je pense que la différence, c'est qu'en Belgique, on a cette latitude, cette liberté d'humour, qui est un bon bouclier par rapport à plein de choses qu'on pourrait se manger. Et en France, tu as actuellement, selon moi, un peu au combat des extrêmes au niveau idéologique. Ouais. Et c'est vrai que si, je pense, par exemple, si je prendrais un drapeau de la Belgique, que je m'entourerais avec et que je marcherais avec dans la rue, ça surprendrait un petit peu les gens, mais ça irait pas plus loin. Maintenant, si tu ferais ça en France, ça dépend le lieu où tu le fais. Si tu le fais dans un petit village ou quoi, les gens vont se dire ok, c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait, mais sans plus. Si tu le fais dans par exemple dans certains quartiers à Paris qui ont des revendications différentes, là le message n'est pas pareil. Donc là on en revient surtout sur où est-ce que tu diffuses ton message. Et donc comme les réseaux sociaux s'adressent à tout le monde, le message que tu portes tombe chez tout le monde, donc autant chez des gens qui se disent ok, ce qu'il fait c'est cool, et autant des gens qui se disent ah oui mais pourquoi il fait ça, donc s'il fait ça c'est forcément parce que voilà, c'est des gens qui ont une autre sensibilité, un autre vécu, et quand tu diffuses au réseau, il y a cette réalité que tu ne choisis pas à qui ton message s'adresse, parce qu'il s'adresse à tout le monde au final, tout le monde peut
voir tes vidéos, tout le monde peut consulter. Alors à moi, si maintenant il y a des trucs pour bidouiller par rapport aux régions, par rapport à machin, voilà, et sortir des VPN à tout va, mais là actuellement, on a cette chance selon moi que ce qu'on diffuse peut se diffuser à tous, du moins dans notre périphérie. Et c'est notre challenge aussi de se dire notre discours doit pouvoir englober le plus de gens. Alors ça arrivera jamais à convaincre 100% des gens parce qu'on est comme ça, mais faut essayer. Et donc pour au niveau des créateurs de contenu belges, je trouve que cette revendication c'est quelque chose de positif parce que on arrive à revendiquer beaucoup de choses qu'on a, donc au niveau des spécialités, au niveau culturel, au niveau des activités, au niveau gaming, vu que c'est au niveau le thème principal de la discussion. Et le fait d'avoir des créateurs de contenu là pour dire hey, on est belge et il y a ça chez nous et c'est trop bien, c'est génial en fait. Ouais, c'est très très positif. Avant d'enchaîner sur un sujet à nouveau lié au gaming assez intéressant, évidemment on est sur la chaîne du coup de Filia Haven qui est une association, et suite à ça je voulais te poser une question qui est simplement, toi avec 1 euro qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu ferais? Avec 1 euro? Ouais, 1 euro. Alors ça dépend, je suis dans quel cas de figure là? C'est genre une journée tous les jours ou tu me dis 1 euro Une journée tous les jours. Là t'as 1 euro qui traîne, tu te dis tiens qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je peux m'acheter à manger avec 1 euro. Ouais. Quoi à manger? En vrai, je sais pas, genre moi je suis... C'est pas pour faire le mec healthy, mais allez, tu peux avoir peut-être 2 ou 3 bananes pour 1 euro, donc... Effectivement. Et je fais le lien parce que effectivement, l'une des campagnes principales de Filia, c'est le 1 euro, un repas. Parce qu'effectivement, on s'engage avec des dons d'1 euro pour pouvoir permettre à un enfant, que ce soit au Congo ou aux Philippines, d'avoir un repas. Ce qui paraît quand même énorme, puisque 1 euro ici, effectivement, ça peut être 2-3 bananes, ça peut être un paquet de chips, mais tu vas pas non plus à faire grand chose avec. Et ça peut être un peu un petit skin pas très cher sur un jeu à la rigueur, mais tu vas pas faire grand chose avec 1 euro. Donc, en effet. C'est le lien important à rappeler. Et donc, me semble que tu as étudié le jeu vidéo belge. Un petit peu. Et sur son apport culturel des jeux vidéo belges, c'est ça? Ouais, en gros, moi j'ai... parce que j'avais un projet qui était dans les cartons sur une vidéo YouTube qui était de présenter des jeux vidéo belges. Donc là, je suis en train toujours de travailler dessus. Et du coup, pour parler d'un sujet, je devais comprendre d'où ça venait, en fait, le jeu vidéo belge. Et alors, j'ai pas su remonter sur tout l'historique parce que c'est des choses assez nichées. Et donc, en plus, comme on est un pays qui est coupé par une langue divisée en deux, donc avec le flamand néerlandais au nord et la Wallonie française au sud, au niveau des documents, des textes, de temps en temps la traduction est pas toujours simple. Mais j'ai un peu étudié du coup l'écosystème et comment la Belgique a su se mettre un petit peu sur la carte au niveau du jeu vidéo, parce que c'était pas quelque chose où on aurait dit la Belgique c'est le chocolat, c'est les frites, c'est le mannequin piece, l'atomium, tout ça. Mais la Belgique c'est aussi des jeux vidéo. C'est vrai. Et il n'y a pas que l'Ariane, il y a beaucoup de jeux, alors je pourrais plus te sortir les noms parce que j'en ai vu beaucoup passer et je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de jeux qui aient été proches de chez nous. Mais clairement, au niveau culturel, on est pas mal à ce niveau-là. Ouais. Il y en a beaucoup qui sortent. Forcément, moi étant étudiant en jeux vidéo, il y a notamment la Chagy qui a son... donc la Haute École Albert Jacquard qui a son programme justement de développement de jeux vidéo, et ce qui a effectivement permis à pas mal de personnes de se lancer là-dedans. Il y a notamment, pour parler du plus populaire, Nebelmer, qui a gagné un prix, et qui effectivement est un jeu où quand tu le regardes, tu te dirais pas ah oui, ça c'est un jeu qui a été développé par des étudiants belges. T'imagines une petite équipe indé quelque part dans le monde, mais
imaginent pas forcément que ce soit belge. Et c'est super impressionnant, et c'est bien justement, on en parlait, de mettre ça en avant, de dire bah oui, même en Belgique il y a des jeux franchement sympas qui se développent. Et surtout qu'on a quand on en avait fait la parenthèse plus tôt, mais qu'en Belgique on a cette multiculture déjà présente au niveau du paysage, et cette culture induit quelque chose de pluridisciplinaire dans l'application des jeux vidéo. Donc tu vas avoir autant des jeux vidéo d'aventure, de stratégie, de plateforme, de 3D, déjà les gens s'attaquent un petit peu à toutes les thématiques possibles. Et donc, tu as déjà tous ces outils qui peuvent être utilisés, mais en plus, avec l'apport culturel, tu as énormément d'inspiration. Tu as des illustrations différentes, tu as des chara-design différents. Et donc, quand tu te rends compte que tu as toutes ces boîtes d'inspiration, tous ces outils, toutes ces idées qui peuvent être assemblées, tu arrives quelque chose de similaire à des Lego, je vais dire. Les Lego, tu as les mêmes pièces, et avec ces pièces, tu peux faire une quantité d'œuvres, de montages différents. Et pour moi, la Belgique, c'est un peu pareil. On a énormément de pièces de Lego à disposition chez nous, dans la créativité, dans le jeu vidéo, dans les esprits de ceux qui se lancent là-dedans. Et pour moi, c'est la force de la Belgique à ce niveau-là. Autant la France, je trouve qu'avec le temps, se spécialise de plus en plus dans, si pas les AAA, mais dans des trucs très marketable. Oui. Voilà, on fait un jeu pour le vendre. Je trouve qu'en Belgique, on fait un jeu pour qu'il existe avant. Et le fait qu'il existe le rendra ensuite mortel ou immortel dans le cœur des gens. Donc ça dépendra de la sensibilité de chacun. Mais il y a cette touche, je trouve, qui est plus présente chez nous. Alors, je ne dis pas que les devs français n'ont pas ça. Je pense que chaque dev a sa patte artistique qui met dans le projet. Voilà, petite parenthèse pour pas se fâcher du côté de la frontière. Mais voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'a marqué dans mes recherches et aussi dans mes discussions avec les différents studios de dev ici en Belgique. Ouais. Mais après ça, je pense que c'est lié surtout à, on va dire, le type d'entreprise qu'il y a derrière le jeu vidéo. Forcément, quand on pense jeu vidéo français, on pense malheureusement à Ubisoft, et qui forcément, au niveau de la façon de faire des jeux, va pas avoir la même réflexion que la plupart des studios belges, qui ne sont pas des entités aussi grandes que peut l'être Ubisoft, et qui du coup va avoir pas du tout la même vision de comment, de pourquoi je veux faire un jeu et comment je vais faire le jeu. Donc forcément, ça va plus se baser sur le côté artistique de je veux exprimer quelque chose, je veux parler de quelque chose. Là où Ubisoft, ça reste une grosse entreprise, du coup, je dois faire un jeu parce que mon chiffre d'affaires, quoi. Donc, forcément, ça n'a pas, ça a pas la même réflexion. Et on rentre dans cette optique de tu crées pas un art, tu crées un produit. Ouais. Alors que y a des jeux, je vais prendre, alors on va pas se voiler la face. Tous les jeux, on veut qu'ils soient vendus parce que c'est comme ça qu'on arrive. Voilà, tu produis quelque chose, pour vivre de ce que tu produis, il faut que ça se vende. Donc ça, c'est une réalité, la réalité du marché. Maintenant, ça dépend un peu le but de chacun. Il y a cette course au profit qui induit, en fait, on le voit avec le temps, de plus en plus de malfaçons au niveau des jeux. Les jeux de maintenant ne sortent pas finis. On dira oui, ça va être patché, ça va être ceci, ça va être cela. Et je trouve que du coup, ça perd un certain respect au niveau du joueur. Il viendrait pas à l'idée de mon pizzaiolo de m'amener une pizza à demi-cuite et me dire ah attends, commence déjà à manger et je vais finir la cuisson de l'autre moitié. Non. C'est donc pourquoi mon pizzaiolo me respecterait plus que Ubisoft ou qu'une boîte de renom? Et je trouve que cette peut-être pensée un peu primaire de ma part, je ne sais pas, mais je trouve que c'est aussi une âme qui se perd à travers ça. Et autant le marketing, je trouve que t'as pas peur que ton projet se vende ou se vende pas s'il est bien fait. Alors oui, il y a des deadlines, oui, il y a des choses,
mais t'as l'expérience. Et un truc qui se perd aussi beaucoup en découvrant ça, que par exemple, certaines équipes de production sont des one-shots sur un jeu, et si tu fais plusieurs éditions du jeu, ça va être à chaque fois une équipe one-shot différente. Toute l'expérience de ces équipes se perd. Et au final, qui est à blâmer ? Est-ce que c'est les équipes que tu engages qui n'arrivent pas à faire le boulot dans le temps de la partie et qui au final drop un jeu à moitié fait ? Ou est-ce que c'est pas plutôt le décideur au-dessus qui leur met la pression en disant « Ah, s'ils l'ont réalisé, vous êtes capable de le réaliser et en moins de temps parce que les technologies se sont améliorées. » Et voilà. Et donc, je trouve que pour faire l'écho justement avec la Belgique, nous on a encore cette chance d'être en proximité. Maintenant, tous les jeux en Belgique ne sont pas full belge. Il y a des jeux qui sont sous-traités chez nous. Mais cette sous-traitance permet justement de faire vivre les jeux belges. Donc c'est une forme de compromis. Et je pense que si on arrive à garder cet aspect-là, du moins sur le jeu belge, je pense que ça va être notre force, de ce qui nous démarquera vraiment dans encore 2-3 ans sur le marché. Bien sûr. Puis tu parlais des jeux pas finis, et il y a une question aussi dans ce cas-là de faire ses preuves entre guillemets. C'est que quand tu débarques de nulle part et que tu fais un jeu, tu peux pas te permettre de dire voilà mon jeu, il est pas fini, ce sera patché plus tard, mais jouez-y quand même maintenant. Là où un plus gros éditeur, que ce soit Ubisoft, que ce soit Sony, que ce soit Microsoft, que ce soit Nintendo, ils peuvent se permettre de sortir un jeu qui sera patché plus tard, voire pire, qui pour être complété nécessitera des DLC. Je veux dire, payez déjà cette partie du jeu, il y aura la suite mais plus tard et vous repayerez dessus. Forcément, si toi, c'est ton premier jeu, tu sors de nulle part, personne te connaît, tu peux pas te dire ah oui voilà mon jeu, mais vous repérez plus tard pour la suite du jeu. C'est généralement compliqué. Le premier jeu va être, selon moi, un peu comme un portfolio. Les premiers jeux vont te permettre de t'établir justement sur ce marché, de montrer ce que tu es capable, de montrer ce que tu aimes faire aussi. Est-ce que tu es plutôt jeu d'aventure, jeu de plateforme, jeu de stratégie ou quoi. Et ensuite, ça va déjà t'indiquer une route au niveau des studios, en disant tiens, si un studio tombe sur toi en disant tiens, j'aime bien ta patte créative, machin, alors peut-être que le gameplay que t'as fait là, ça correspond pas au jeu que je suis en train de développer, mais l'univers matcherait bien. Et donc ça déjà, ça donne un apport, je veux dire, un personnage qui fait un triple jump, tout le monde sait le programmer, créer l'atmosphère autour. Je pense que c'est là-dessus qu'on peut se démarquer. Ouais, bien sûr. Puis même au niveau du gameplay, c'est un truc, c'est qu'il y a tellement de bases qui ont été mises dans le jeu vidéo. Ce qui est bien maintenant, c'est la possibilité d'aller plus loin que ça. Et c'est quelque chose qui, notamment, est beaucoup mis en avant, moi, dans mes études. C'est le côté, en plus, je suis dans une filière de game design, donc c'est un peu mon job, justement, de faire des concepts. Il y a le côté de, ok, il y a ça, c'est un template, voilà, tu vas te balader d'une certaine façon, tu vas sauter d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau ? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui va changer, qui va être original ? Et c'est vraiment un truc à mettre en avant qui peut être intéressant et qui peut se permettre de se démarquer. Le côté tiens, ça j'avais pas pensé. Ça challenge ta créativité au final et ça te permet de repousser ce qui est établi, parce que au final, si on se satisfait de ce qui est établi à chaque fois, on progresse plus en fait. Ouais, non, bien sûr, c'est sûr. C'est une chouette évolution à ce niveau-là. Et c'est quelque chose que je vois de manière globale, c'est que, alors à moindre mesure, même du côté des grandes entreprises, je trouve qu'il y a ce côté de, on veut sortir un peu des bases qui ont été définies, on veut se renouveler un peu. Et je trouve c'est intéressant parce que on a une période où je trouve surtout, dans la période qui a entouré le Covid, où on était sur beaucoup de jeux qui restait sur des choses qu'on voyait un peu partout, et c'était le côté on continue parce que ça marche bien, et ça fait un peu stagner le milieu, et je trouve ça dommage. Mais là je trouve qu'il y a vraiment ce côté de on veut changer un peu, on veut développer, trouver des choses originales qui il y a eu je te rejoins là-dessus, il y a eu un peu cette période de copycat où en fait, même quand tu vois tous les jeux à succès, regarde tout simplement les jeux mobiles. Dès qu'il y a un jeu mobile qui perce, le nombre de copies dans les semaines qui arrivent, qui sont pas des copies exactes, mais t'as compris, ça reprend le gameplay, ça reprend la vibe. Le nombre de copycats de Among Us qu'il y a eu, en se disant on va faire comme eux, mais pas exactement comme eux.
Et pour surfer sur la mode, oui, c'est une technique commerciale. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien moi, je trouve que toute personne devrait avoir sa créativité, mais voilà, c'est aussi une réalité du marché. Alors, je vois sur le côté, comment tu vois ton jeu vidéo? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est une œuvre? Et du coup, en fiction, forcément, tu vas pas vouloir la réaliser de la même façon. On est sur du bon produit là. Oui, c'est sûr. Eh bien voilà. Chouette discussion. J'en profite, si tu as quelque chose que tu souhaites mettre en avant, c'est le moment. Alors, c'est une bonne question. Que mettre en avant dans ce laps de temps Non, mais déjà, merci à toi pour l'invitation. Merci d'amener ce concept. Merci de donner ton temps aussi pour l'association dans laquelle tu t'investis et que vous représentez avec vos proches. C'est quelque chose de très bien et d'humainement nécessaire, je trouve. Donc on a parlé beaucoup de société, de profit, tout ça, mais il faut que le profit serve à des causes. Sinon pourquoi faire du profit? Et la cause, c'est vous n'êtes pas une cause, voilà. Je peux faire du profit en me disant voilà, je veux me mettre bien et tout, mais il y a un moment où faut mettre bien aussi autrui si on veut voilà, si on veut au moins que le monde soit un peu mieux. Et voilà, donc ma parenthèse sera juste un petit clin d'œil à ce que vous faites. Et voilà, et encore merci pour l'invitation et au plaisir de se recroiser dans les nombreux projets futurs. Tout à fait. Comme tu en as parlé, il y a donc le Cercle des créateurs digitaux. C'est l'occasion effectivement d'en reparler, parce que pareil, je trouve que c'est une très très bonne initiative. De toute façon, on mettra évidemment tous les liens concernant ces projets-là qui concernent pour inviter tout le monde à aller voir tout ça. Également, en description sera tous les liens concernant l'association Filiahaven, pareil, avec la mission principale qui est le 1€ un repas. Ça demande pas grand chose, mais ça fait beaucoup. Donc, si vous avez un peu de temps, je vous invite à aller checker un peu tout ça. Merci d'être venu, Chris. C'était très sympa. Et comme tu as dit, on aura l'occasion de se revoir pour échanger à l'avenir. Avec plaisir. Écoute, voilà, tu as mes coordonnées maintenant. On se capte quand tu veux, avec plaisir. Tout à fait. Eh bien voilà, merci d'être venu et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas évidemment à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à revenir la semaine prochaine pour la prochaine émission. Et je vous dis au revoir. Au revoir.